Bonjour à tous, à la bonne heure et de bonne humeur. Faut dire qu'ici le site est absolument remarquable, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bienvenue à l'abbaye de Fontenay qui nous ouvre ses portes tout ce matin. Et comme on a beaucoup de chance, avec vous Florence, on va aussi visiter un lieu magique non loin d'ici. Nous allons aller... Ah, alors là, je vous donne un indice. Regardez, cette petite fresque naturaliste que n'aurait pas boudé Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Et oui, nous allons découvrir la grande forge de Buffon, en effet à quelques kilomètres d'ici. Si ici on fête les 900 ans de l'abbaye, eh bien nous on va fêter les 250 ans de la création de la forge. Mais d'abord, restez avec nous. Je vous invite à en savoir plus sur ce lieu exceptionnel avec son propriétaire issu d'une famille prestigieuse. Il va nous faire découvrir l'abbaye de Fontenay. Hénard. Bonjour Pascal Gervais. Merci de nous accueillir dans ce lieu prestigieux, je le disais, dans cet endroit unique au monde. Nous sommes dans le cloître, qui est la propriété de votre famille déjà depuis plusieurs générations. Oui, tout simplement 200 ans. 1820, mon aïeul achète la papeterie de Fontenay et 2020 n'est pas très loin. Hubert Hénard, ce lieu inspire au silence. Alors c'est tout le paradoxe parce que ce matin il faut quand même qu'on parle un tout petit peu de cet endroit magique pour donner envie à celles et ceux qui ne connaissent pas l'abbaye de Fontenay de s'y rendre. Malgré tout, qu'est-ce que vous diriez pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'endroit pour les convaincre de pousser la porte de l'abbaye et visiter entre autres le cloître? Simplement de pouvoir découvrir un lieu magique, ce cloître qui est le cœur de l'abbaye et qui est l'endroit d'une méditation, d'une sérénité plutôt totale. Et aujourd'hui, avec cette belle lumière, on le ressent encore plus. Et nous avons tant, dans notre époque trépidante, nous avons tant besoin de cet instant de sérénité. Oui, et bien Fontenay, par son cloître, vous le produit et vous le dit. Et venez là et vous le ressentirez immédiatement. Nous sommes vraiment dans le cœur du monastère. Alors tout le monde ne parle pas forcément le latin. Pourtant, si je vous dis ora elabora, Ora et elabora veut dire prier et travailler. Prier, c'est le monastère. Prier, c'est l'endroit où il y a aussi un travail, bien sûr, spirituel. Tandis que labora, c'est le travail manuel qui se fera dans la forge. On ira voir la forge d'ici quelques minutes, mais je reviens vraiment sur ce lieu et sur l'abbaye. L'abbaye qui a été vendue à la Révolution comme bien national et transformée finalement en papeterie, vous le disiez, par son premier acquéreur et aujourd'hui devient un lieu visitable par des centaines de milliers de personnes. Certainement que la protection tient d'un certain miracle qui est assez étonnant, c'est la transformation de l'arrêt de la vie religieuse et monacale en une vie industrielle. Et cette vie industrielle a sauvé le bâtiment, certes n'a pas sauvé les moines qui l'ont quitté, mais le bâtiment est sauvé et est là, produisant, travaillant pour produire, transmettre un message. Le message monastique, le message des moines. Alors justement, à propos de message, quand on regarde un petit peu l'architecture, et je suis sûr qu'avec nos amis de France 3, vous allez voir de très très belles images de ce cloître, on se rend compte de la sobriété finalement de l'architecture cistercienne, parce que ici c'est une sorte d'échangeur, on est un peu sur un échangeur d'autoroute, mais de l'époque si j'ose dire. Pascal Gervais, c'est tout à fait le mot. Parfois on m'a posé cette question, on m'a dit mais à quoi sert le cloître? Et je réponds échangeur. C'est là où l'on se retrouve, c'est là où l'on va d'un point à un autre, et c'est tout à fait le rôle du cloître. Et ce rôle du cloître, vous le voyez, travaille toujours de cette même façon. Alors aujourd'hui c'est un peu tronqué parce que finalement il y a très peu de monde ce matin, voilà c'est le hasard qui fait ça, mais normalement c'est le forum, donc c'est vraiment l'endroit où il y a du monde, mais ça pousse quand même à la méditation. Oui, certes nous accueillons beaucoup de visiteurs, mais nous sommes très vigilants pour que les choses se passent justement avec le respect de l'instant de tranquillité dans le monastère. C'est pour ça que les jardins jouent leur rôle aussi. Mais nous faisons très attention, malgré le nombre de personnes, à ce que tout s'écoule très bien. Car il ne faut pas, cela arrive parfois, que le tourisme
tue ce qu'il vient voir. Ça, c'est très grave. Il faut faire l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que vous ne visiterez pas ce lieu comme vous pourrez visiter un lieu branché avec la tablette, avec des choses incroyables sur informatique. Vous êtes resté vraiment dans l'ambiance cistercienne. Oui, mais ce n'est pas cela pour faire peur aux visiteurs. Au contraire, il faut l'engager à venir trouver cette sérénité. Et je sais que nous la recherchons à notre époque. Nous pouvons dire, venez, Fontenay est un instrument de sérénité, venez le tester. Ce qui est sûr, c'est que ça inspire à la méditation. On est beaucoup inspiré ce matin, Hubert Hénard, parce qu'on va aller retrouver Florence Cicolella, qui est pas très loin de chez nous, finalement, à proximité de Montbard, d'Alésia, de Semur-en-Auxois. Nous partons direction la grande forge de Buffon pour retrouver Florence. Et puis nous revenons ici, dans la forge, avec vous, Hubert Hénard, ici, depuis l'abbaye de Fontenay. C'est parti Pascal pour la visite de cette grande forge de Buffon avec Alix Mounier. Vous êtes la fille de la propriétaire des lieux qui a hérité de cet ensemble. Puis vous occupez aussi beaucoup de choses ici, de la gestion, de la communication. Bref, vous avez pris cette histoire en main. Donc vous allez pouvoir nous raconter qui était ce monsieur Buffon. Oui, alors du coup Buffon donc, est un grand personnage du XVIIIe siècle parce qu'il a déjà vécu de 1768 à 1788, donc il a vécu donc 81 ans au XVIIIe, donc vraiment un bon représentant de son siècle. Et donc Buffon est surtout connu comme naturaliste, il est aussi connu à Paris comme intendant du Jardin du Roi, l'actuel Muséum d'histoire naturelle. Donc un grand scientifique du XVIIIe. Il a produit une espèce d'encyclopédie des animaux, oui, c'est ça. Ça s'appelle l'histoire naturelle et en effet c'est une encyclopédie, enfin, c'est grosso modo le pendant des encyclopédies de Diderot et d'Alembert, c'est contemporain, ça a le même objectif, donc de décrire la nature, de l'histoire naturelle de Buffon, décrire la nature selon les trois règnes, donc, le règne animal, végétal et minéral. Mais alors qu'est-ce qui lui prend sur les coups de quoi, 60 ans oui, c'est ça. de se piquer de forge? Qu'est-ce qui lui prend? Eh ben, justement, quand on sait qu'il a rédigé pendant 50 ans cette histoire naturelle, il s'est du coup intéressé au règne minéral. Et il s'est petit à petit intéressé au minerai de fer qu'il y avait dans ses terres natales. Donc il est né à Montbard, et à Montbard on avait du minerai de fer qui était connu depuis et utilisé depuis très longtemps. Et donc petit à petit il s'intéresse à ce minerai de fer, il fait des expériences et de fil en aiguille il va commencer à songer à construire sa propre forge. Donc là on est dans quelle partie exactement Alors donc ici c'est le jardin, maintenant jardin d'agrément, mais au XVIIIe c'était le potager. Parce que donc il y avait la partie forge, il y avait la partie logement des forgerons et ils vivaient en totale autarcie. Donc pour cela, bien sûr, il fallait un potager, un verger et une basse-cour, une ferme qui permettait à faire vivre une centaine de personnes en totale autarcie. Et il y a ce bâtiment assez joli derrière vous? Oui. Alors un bâtiment un peu incongru parce que donc on est dans une forge. Là c'est une orangerie. Une orangerie c'est plutôt un élément qu'on trouve près d'un château. Donc c'est incongru dans la forge de Buffon. Alors elle a sa raison d'être puisque dans la grande cour d'honneur, la cour d'usine, c'était une cour très sévère, très minérale avec des pavés juste des façades. On ira tout à l'heure pour l'évoquer. Mais du coup certainement un peu austère au goût de Buffon qui était naturaliste et donc il avait agrémenté sa cour de caisses d'orangers et de citronniers. Et voilà, vous voyez, ça donne du standing un peu à la Versailles. C'est-à-dire qu'il y avait quand même toujours son petit côté amour de la nature oui, et des voilà, espèces. C'est ça. Et puis aussi des belles apparences. Voilà, il faut que ça soit beau. Est-ce que c'était quelqu'un de reconnu à son époque? Oui, très, très connu. Connu à travers l'Europe entière. Il avait fait du Jardin des Plantes une institution scientifique admirée, du coup enviée et imitée à travers tous les pays européens. Il était donc très très célèbre, très connu. Donc c'était aussi un personnage qui savait ce qu'il représentait lorsqu'il a construit cette forge à 60 ans. Donc c'était une forge qui représentait justement ce personnage. Eh bien on va rentrer dans le vif du sujet de la forge avec votre papa dans la prochaine séquence, Pascal. Merci Florence, on vous retrouvera évidemment à la grande forge de Buffon parce que voilà, il va y avoir des choses à découvrir forcément. Et à propos de découverte, Hubert Hénard, nous sommes ici aussi finalement dans votre forge, un petit peu à l'écart du monastère. Nous sommes où ici? Nous sommes dans ma forge, non, dans la forge des moines, pour être tout à fait juste. Et ce qui est très vrai, ce que vous venez de dire, à l'écart du monastère. Car il y a le monastère et il y a à l'écart l'endroit où l'on travaille de ses mains. Et c'est très important, cette position-là, car elle détermine ora et labora. On voit d'ailleurs à l'image derrière nous les fourneaux qui témoignent de l'activité industrielle de l'époque. C'était énorme. Ici, c'est très grand, ça mesure plus de 50 mètres de long. La forge mesure 50 mètres de long, mais elle indique justement par sa taille l'évolution de cette forge, qui a commencé certainement très petite vers le XIIIe siècle et puis qui s'est agrandie.
Et maintenant, cette taille de 50 mètres indique qu'effectivement, c'était pour les moines une véritable industrie pour ce moment-là. Hubert Hénard, votre fils a participé à la restauration de ce lieu. Je voudrais qu'on lui rende hommage, parce qu'il n'est plus là, mais son œuvre demeure. Il y a une magnifique arbre à roue, quelque chose d'assez particulier qu'on découvre ici en se rendant à l'abbaye de Fontenay. Pascal Jabas, je vous en remercie. Oui, c'est vrai, cette grande douleur d'avoir perdu notre fils, mais qui a créé vraiment là cette roue à aube, cette reconstitution du travail des moines qui a été si bien faite par ses soins grâce à, c'est une idée remarquable qu'il avait eue, de regrouper tous les collèges techniques de l'Europe et de Montbard pour pouvoir réaliser cette importante chose. Alors il faut dire que ça vit tout au long de l'année. Ici, aujourd'hui c'est un peu particulier. Ce matin, pour nous, on a fait un petit peu le ménage, on va dire. Mais oui. Très bientôt, il y a des compagnons qui vont venir ici œuvrer autour de quelques animations. C'est tout à fait cela. Et nous pensons en la mémoire de notre fils et en la mémoire de tous les moines de Fontenay, de tous ceux qui ont travaillé là, que tout ce qui est dans cette forge est un hommage au travail manuel, à l'artisanat. Et nous avons d'ailleurs pris contact avec les Compagnons du Devoir et nous pensons que cette année va être l'année d'ouverture de cette forge à des démonstrations de taille de fer, de pierre, de bois, tout ce qui est l'art manuel. Hubert Hénard, on va continuer le voyage. J'ai envie de vous emmener, vous toutes et vous tous qui êtes avec nous ce matin dans votre matinale depuis l'abbaye de Fontenay, du côté de Pem, s'il vous plaît. Je vous emmène en Haute-Saône, aux forges de Pem, histoire de se rappeler que la région a joué une très grande importance dans l'industrie de l'acier. Regardez. Construites en 1660 sur le site d'un ancien moulin, les forges de Pem ont traversé plusieurs siècles jusqu'au début des années 1990. C'est aujourd'hui un musée vivant animé par des bénévoles. Régulièrement, lors de visites, cet artisan, coutelier, forgeron, passionné par ce lieu, partage son savoir-faire avec des démonstrations. J'ai commencé, quand mes parents construisaient leur maison, à redresser des clous dans le feu. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on a toujours eu cette passion avec mon grand frère et on a continué dans cette voie. Moi-même, j'ai pu visiter le musée il y a quelques années et voyant un peu la qualité des productions ainsi que des outillages et des lieux, moi-même, j'ai eu envie de participer. C'est comme si tout s'était arrêté hier. Les signes d'un travail difficile sont encore là. On imagine une ambiance familiale et paternaliste comme souvent, pour une production renommée qui a évolué au fil du temps. Ça se situe une dizaine, quinzaine d'années après la guerre de 30 ans. La région est complètement désertée par la population qui a fui effectivement toutes les armées combattantes. Et le Seigneur veut faire revenir la population. Donc pour faire revenir la population, il veut créer ici une industrie. Et il va demander à son roi de l'époque, qui est Philippe IV d'Espagne, la Franche-Comté est encore espagnole, il va demander l'autorisation d'ouvrir ici des forges. Pourquoi il demande au roi? Parce qu'avec les forges, à l'époque, on fait principalement de l'armement. Et ici, on va faire des boulets de canon. Après le 1850, on va arrêter les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux vont disparaître et il va falloir attendre un peu la fin du 19e siècle pour revoir une nouvelle production qui va arriver par de la taillanderie. La taillanderie grâce à un industriel qui s'appelle Monsieur Chrétien, qui est daulois et qui va ici faire l'un de ses lieux de production d'outils coupants à main. Et parmi les inventions de cet industriel, le fameux ressort à lamelles que l'on trouve sur les sécateurs Comtois. Il s'est vendu dans le monde entier. Racheté par la municipalité en 1995, le site des forges est aujourd'hui préservé avec des perspectives de développement. Je pense qu'il peut se développer et puis être le témoin aussi d'une histoire importante de la ferronnerie, y compris à Pem, mais aussi un peu partout en Haute-Saône et dans notre nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Et je me félicite vraiment de la présence depuis 1 an ou 2 de forgerons et je pense que des artisans d'art ont toute leur place ici dans ce lieu et pour le refaire revivre comme c'était autrefois. Nouvel atout de cet espace, le Théâtre des Forges animé par une troupe amateur de Sauvigné-les-Pem qui propose une programmation éclectique.
On a commencé à le squatter et puis avec l'accord de la mairie et même l'aide de la mairie, on a pu en faire ce beau théâtre que vous voyez maintenant, qui est en plus entièrement en normes puisqu'il y a eu l'année dernière plus de 50 000 € de travaux pour le mettre aux normes et pérenniser ce lieu de spectacle. C'est la concierge qui m'envoie, madame. Elle m'a dit qu'il y avait un déjeuner à servir au 5e gauche et que vous ne pouvez pas y aller. Toujours avec vous ce matin sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté avec Hubert Hénard qui nous accueille ici à l'abbaye de Fontenay dans cette grande forge exceptionnelle. On parlait tout à l'heure de ces espaces de démonstration que vous êtes en train de mettre en place et qu'on peut apercevoir maintenant à l'image. Très bientôt, les Compagnons du Devoir seront ici pour de nombreuses animations. Certainement de nombreuses animations et la taille de cette forge nous permet de séparer par petits groupes. Il pourra peut-être même y avoir un emplacement de la forge des forgerons, là, vers le marteau, mais à un autre emplacement de la forge, un menuisier, ou alors, au contraire, un tailleur de pierre, ce qui est très important pour Fontenay et qui attire beaucoup le visiteur aussi. On va parler de choses qui nous attirent tous, parce qu'il y a plus de 100 000 personnes qui viennent ici quand même, et j'espère que vous en ferez très bientôt partie grâce à ces quelques idées qu'on vous donne très modestement ce matin, parce qu'on n'a pas la prétention en 3 quarts d'heure de pouvoir tout dire sur l'abbaye de Fontenay. Mais il est très clair que si vous restez avec nous, on va vous donner d'autres très très belles idées. Je voudrais qu'on fasse un petit bond en arrière quand même pour revenir sur cette forge et sur la vente de la production de la forge qui finalement procurait à l'abbaye des ressources financières importantes aux moines ici, pour bien qu'on comprenne. Très certainement, la forge en s'agrandissant et l'exploitation en s'agrandissant ont créé pour les moines des ressources qui n'étaient pas celles-là au début. N'oublions pas que ce fer, ce minerai a été découvert dans les bois alentours et qu'il a fallu déjà l'extraire, le chauffer sur place pour en descendre la loupe que l'on voit d'ailleurs ici dans cet atelier, dans la forge, mais c'était qu'un début. Progressivement, effectivement, l'abbaye de Fontenay est trouvée productrice de produits, de barres de fer qui, à ce moment-là, à cette époque-là, étaient tout à fait précieuses et très certainement a amené l'agrandissement des ressources de Fontenay. Peut-être un peu à l'encontre d'une tranquillité pour les moines, car peut-être que l'abbé commendataire, qui n'a pas été un véritable succès pour la suite des abbayes, vient un peu de cet agrandissement des ressources de l'abbaye. Hubert Hénard, pardonnez-moi si nous troublons un petit peu votre tranquillité ce matin, mais c'est pour la bonne cause. En plus, on a des oiseaux qui sont là. Je crois qu'il y a une chauve-souris qui passe la matinée avec nous aussi. C'est très sympa. Et vous, je l'espère. En tout cas, il y a Florence Sicolella qui est avec nous pour C'est votre tour dans le Nord Côte d'Or, à côté de Montbard, au bord de l'Armançon, à proximité du canal de Bourgogne. Et Hubert Hénard, je vous propose d'aller la retrouver du côté de la grande forge de Buffon. Et j'ai l'impression qu'on va comprendre comment ça marche, Florence. Ça y est Pascal, nous sommes au cœur de la forge. Nous allons comprendre comment le métal surgissait ici à Buffon avec Claude Vessière-Pommeau, donc notre hôte ici. Merci de nous accueillir. Dites-nous ce qu'il y a déjà derrière nous en fait, toute cette machinerie. Alors ici, ce sont les soufflets. C'est une reconstitution qui a été faite dans les années 80 par l'association de sauvegarde et de réanimation de la forge de Buffon, de reconstituer les soufflets. Donc c'est une simulation du fonctionnement des soufflets qui était indispensable pour obtenir l'activation du haut fourneau. Et ces soufflets se mettaient, il fallait une semaine pour les mettre en route et après il ne fallait pas les arrêter. C'était une production continue. Donc, alors ça soufflait dans quoi? Ça soufflait dans le haut fourneau. Qui est juste dans là. le haut fourneau qui se trouve derrière ce mur, parce qu'ici, le haut fourneau qui a été détruit, il y a le gueulard qui est au-dessus, dans lequel on versait la matière première pour obtenir de la fonte. Donc le minerai? Alors, le minerai, mais il fallait mettre du charbon de bois, des fondants, pour obtenir, et le minerai qui venait de la région du Tivay, à 6 km d'ici, un minerai de pas très bonne qualité, mais Buffon avait tellement étudié la composition, la structure de son haut fourneau, il a obtenu du fer de bonne qualité. Donc, on voit au-dessus d'ailleurs une trappe où se trouvait le gueulard dans lequel on mettait tous ces produits finis. Le gueulard, donc en fait, une grande gueule. Oui, où on mettait le charbon de bois, le minerai, les fondants, on activait avec les soufflets et au bout de 12 heures, on signalait attention, il faut préparer la coulée.
Et pour préparer la coulée, on faisait... Là, le métal sortait là? Non, on faisait d'abord, on prenait le sable qui était arrivé dans par l'entrée de l'escalier, on faisait un sillon dans ce sable, on le tassait et on ouvrait le gueulard et on avait une coulée de fonte. En fusion? À 1200 degrés. Ah, tout de même. Donc il y avait aussi des projections. Et c'est pour ça que les gens venaient souvent pour pouvoir assister à cette... comme Vulcain, non mais le feu, on voyait 1200 degrés, c'est quand même chaud, et 1 tonne toutes les 12 heures. Vous disiez assister, c'est pour ça qu'on a cet escalier monumental là en face. Exactement, c'est pour ça qu'on appelait ça le spectacle du Buffon. Il invitait les nobles à venir assister à la coulée de fonte. Toutes les 12 heures, une coulée. Il aimait bien la mise en scène quand même. Exactement, mais une mise en scène, c'est joli. Ah bah, tout à fait, tout à fait. Est-ce que du coup ça faisait du métal de bonne qualité? Alors, la grille de cet escalier était forgée ici. La grille, elle est solide après 250 ans. Exactement. La grande grille de l'entrée de la forge a été forgée ici. Elle fonctionne toujours. Et les grilles du Muséum d'histoire naturelle ont été forgées ici par Buffon pour le jardin des plantes. Donc on peut dire que c'était une performance réussie. Exactement. Ah, quel génie ce Buffon! On va continuer d'explorer son domaine, Pascal. Je vous fais confiance, Florence, et je suis certain que ça va être encore un très très grand moment, comme celui que nous vivons ensemble avec vous ce matin sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, pour une matinale un peu particulière, parce que nous sommes chez Dominique et Hubert Hénard, si j'ose dire. On est chez vous, hein, à l'abbaye de Fontenay, pour un anniversaire. Vous ne faites pas vos 900 ans, dites-moi tous les deux quand même. Et puis alors bravo à Dominique de nous avoir accordé quelques instants. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé, mais je voulais absolument vous rencontrer parce que nous sommes finalement, allez, dans votre jardin, même si avant c'était un jardin potager du temps des moines, aujourd'hui il a bien changé, on le voit à l'image. On est dans un jardin à la française qui est classé jardin remarquable depuis 2004, Dominique Hénard. Depuis 2004, c'est ça, voilà. Voilà, devant l'augmentation des visiteurs ces dernières années, nous avons fait appel à l'architecte paysagiste Peter Holmes afin de retracer les jardins. Voilà, c'était des jardins potagers, jardins des simples autrefois. Et Peter Holmes, ces dernières années, a transformé les jardins avec... Vous pouvez rapprocher votre micro, ça sera encore mieux, voyez. Ouais, parce qu'il y a un petit peu de vent qui nous accompagne ce matin. Peter Holmes a transformé ces dernières années, cela fait tout de même une vingtaine d'années maintenant, transformer beaucoup de gazons, d'allées d'hydrangea, d'avidia, de viburnum, de choisilla, toutes sortes de plantes, voilà, afin d'agrémenter, de mettre en valeur les bâtiments, et aussi de protéger un petit peu notre vie privée. Oui, parce que vous vivez ici. Voilà, hein, nous vivons ici. Hein, alors il était important de protéger un petit peu ce lieu, voilà, et d'adoucir. Je ne dirais pas l'austérité, parce que Fontenay est très beau, mais voilà, d'adoucir un petit peu notre vie. Et c'est une vie véritablement magique que vous avez passée ici et que vous continuez de passer ici. Hein. J'ai envie de dire, Fontenay, ça conserve. Vous ne faites pas vos 94 printemps, monsieur, hein, non, franchement. Oui, je pense que Saint-Bernard le veut, pour que nous puissions continuer à maintenir le monastère, pour qu'il reste, comme je vous le dis, le message. Peut-être est-ce aussi, Dominique, parce que vous avez pratiqué la varap ici. Je ne sais pas si on peut le voir à l'image, mais il y a quelques collines qui sont non loin de l'abbaye de Fontenay. Quand vous n'êtes pas en train d'escalader quelques sommets, vous êtes là, ou dans le jardin, ici. Parce que c'est un jardin, là on va être sérieux un petit peu, c'est un jardin qui est entretenu au cours d'eau. Il y a combien de personnes qui entretiennent ce jardin magnifique? Il y a actuellement 2 jardiniers. Quelquefois on emploie quelqu'un en stage supplémentaire. Et c'est un jardin qui a été vu dans le monde entier, il faut bien le dire. Grâce au cinéma, par exemple, il y a une scène de Cyrano de Bergerac qui a été faite ici, racontez-moi. Marquise des Anges, plusieurs films ont été tournés à Fontenay. Les Trois Mousquetaires. Ouais. La scène de Cyrano, la fin de la scène de Cyrano a été tournée au fond du jardin. Et c'est vraiment une des très belles fins que l'on ait pu voir dans Fontenay. Quand les visiteurs arrivent ici, alors évidemment, on l'a vu en quelques images là depuis quelques minutes que nous sommes ensemble, le cloître, la forge. Quand on arrive ici, ce qui est surprenant, c'est encore une fois ce cadre qui est assez exceptionnel.
Le cadre. Oui, le cadre. Le cadre de Fontenay. Il y a là une chose très intéressante à voir. C'est que Dominique a très bien justement dit ce qu'est pour elle le jardin de Fontenay. Mais il était important que l'abbaye passe avant le jardin. Il fallait créer un jardin qui ne gêne pas l'abbaye, qui ne gêne pas l'œil. Et c'est ce que nous avons voulu faire. Le jardin accompagne l'abbaye, mais ne passe pas avant. Oui, il ne faut pas détourner le moine de sa pensée aussi. Hein. C'était la phrase de Saint-Bernard qui ne voulait pas que les sculptures de l'abbaye soient trop ornées et qu'elles risquent à ce moment-là de détourner le moine de sa prière. Et nous avons suivi cette conseil pour que le jardin soit un accompagnement, mais non pas en avant. Voilà. Un jardin exceptionnel. Alors certains diront c'est le jardin des simples. C'est pas tout à fait le jardin des simples. Ce n'est plus le jardin des simples aujourd'hui. Trop difficile à entretenir. Oui. C'est très compliqué quand même. Oui, vous avez vu 2 jardiniers, parfois 3 évidemment, mais nous ne pouvons pas aller au-delà. Attention, nous avons en charge 2 hectares de toiture. On va parler de tout ce qui nous entoure parce que effectivement, on ne peut que survoler. D'ailleurs, on va voir quelques très très belles images dans quelques minutes qui ont été réalisées vues du ciel d'ici la fin de cette émission. Je vous le dis parce que ça, c'est une très très belle surprise que nous vous avons réservée. Il y en aura d'autres. Merci à vous, Dominique Hénard, de vous être arrêté quelques instants avec nous. Je sais que c'est pas facile, mais vous l'avez fait pour nous ce matin, pour France 3, et je vous en remercie. Ma devise, la beauté sauvera le monde. Je vous la demande pas en latin. Bon. Merci en tout cas. Nous, on continue nos aventures évidemment avec vous et avec Florence Sicolella qui est à côté de Montbard, au bord de l'Armançon, à proximité du canal de Bourgogne, dans le faste de la grande forge de Buffon. Et puis nous revenons pour parler de cette époque épique. Vous allez comprendre, que vous soyez ou non fan de Yolaine de la Bigne, il est certain qu'on a beaucoup d'anniversaires à fêter en Bourgogne et nous les fêtons ce matin avec vous dans votre matinale. Et nous voici de retour avec Alix Mounier. On parlait avec votre papa dans la forge des choses fabriquées, fondues et travaillées ici. La grille d'entrée en fait partie ? Oui, tout à fait. Oui. On pense que c'est une des premières fabrications de la forge. Donc dans les premières années, donc 1768-69, la grille a été en effet forgée ici. Et elle est toujours en place. Elle est toujours en place, elle tient toujours. On l'ouvre pratiquement tous les jours. Donc c'est quand même de la bonne qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, cette grande entrée très opulente? On croirait en passant que c'est un château ici. C'était certainement ce que Buffon voulait faire, en effet. C'est quand on arrivait du chemin, on voyait cette entrée monumentale, on voyait le pigeonnier, et ça faisait justement entrée de château et pas du tout entrée de forge, pas du tout industrielle. Et on comprend aussi quand on voit l'orangerie justement dans le jardin, ça fait vraiment des éléments très aristocrates finalement dans une forge. Mais néanmoins, en plus, cette cour-là avait beaucoup de fonctions. Qu'est-ce qui se déroulait ici et autour? Donc une grande cour d'usine, tout entourée de bâtiments. Alors il en manque 2, mais il y avait des bâtiments pour les étables, pour les bœufs qui tiraient les chariots, pour le fer justement qui était produit dans la forge, une sorte de vitrine pour montrer justement tout le fer qu'on fabriquait dans la forge. Et puis bien sûr les logements des forgerons, du maître de forge et du régisseur qui vivaient donc en famille et à l'année. Il avait une vision sociale, ce qu'on appellerait paternaliste, Buffon de sa forge? Presque, oui. On pourrait, je ne sais pas si le terme vraiment de paternaliste serait bon pour l'époque, on est seulement en 1768, mais en effet, il annonce en tout cas cette fibre-là qu'auront les patrons plus tard au 19e. Vraiment, il a une vision très sociale, avoir la main-d'œuvre sur place tout au long de l'année, avoir aussi des futurs forgerons, puisque les garçons qui naissaient ici étaient avec leur mère dans le potager jusqu'à 12 ans, et dès qu'ils avaient 12 ans, rejoignaient leur père à la forge pour ainsi apprendre le métier. Ça représentait combien de personnes, tout ça? C'était une centaine de personnes au 18e, au temps de Buffon, donc, qui vivaient ici en total autarcie. Donc ça faisait quand même un vrai petit village finalement qui était aussi cette cour. Bon, et cette histoire de sidérurgie a duré combien de temps au final? Alors elle a duré une petite centaine d'années. Elle s'est arrêtée en 1866 à cause justement d'une inondation qui va détruire toutes les machines dans la forge. Voilà, donc une petite centaine d'années, et puis après ça a tourné encore pendant une cinquantaine d'années en cimenterie, donc une nouvelle activité industrielle. Et aujourd'hui, vous portez donc l'histoire de ce lieu. Les gens généralement réagissent comment? Ils sont étonnés, ils connaissent pas? Alors déjà ils connaissent Buffon en général, ils connaissent pas l'aspect maître de forge, donc surpris. Ensuite surpris par la beauté des bâtiments, puisqu'on est dans une forge et pourtant quand on y est on n'a pas du tout donc l'impression d'y être. L'architecture est très soignée, très belle. Et c'est très vert aussi. Hein. Et très vert, oui maintenant oui. C'était pas le cas au 18e. Et puis quand ils savent aussi que du coup ça fait 6 générations, enfin les parents sont la 5e, mais c'est toujours dans la même famille qu'on fait en sorte de faire vivre le monument, ça plaît aussi beaucoup aux gens. Oui.
Eh bien, ça nous plaît aussi, nous, beaucoup aussi, n'est-ce pas Pascal? Allez, il nous restera encore une petite séquence, un petit rendez-vous tout à l'heure au bord de l'eau, on se retrouve. Ah, il me tarde de voir Florence Cicolella en maillot de bain. Hein. Ça va être, je pense, un grand moment. À mon avis, ce ne sera pas tout à fait ça. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec vous, ce matin, on vous donne beaucoup d'idées pour voyager dans notre belle Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est pas la présidente de Côte d'Or Tourisme qui va me démentir. Bienvenue, Marie-Claire Bonnet-Vallée. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, bonjour. Alors, c'est vrai que cette année, la Côte d'Or célèbre 3 anniversaires exceptionnels. Et finalement, on braque les projecteurs sur des bijoux du territoire. L'événement s'appelle Épique Époque. Ça parle pas forcément mais derrière ce titre, il y a notamment les 900 ans de l'abbaye de Fontenay où nous sommes accueillis par son propriétaire, Monsieur Hénard. Un site exceptionnel. Absolument, et Épique Époque 2018, tout simplement parce que c'est là que l'histoire s'écrit. C'est au cours de 2000 ans d'histoire, effectivement, 2000 ans d'histoire qu'ont fabriqué la Côte d'Or. Et cette année, ce sont 3 anniversaires exceptionnels, 3 périodes de l'histoire qui s'offrent à nous et qui se donnent à découvrir. Alors les 900 ans de l'abbaye de Fontenay, patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 400 ans de la naissance du flamboyant comte de Bussy-Rabutin, tout près d'ici, nous sommes dans un mouchoir de poche, cher monsieur Hénard, et puis les 250 ans de la Grande Forge de Buffon, qui est également tout près de l'abbaye de Fontenay. Donc c'est une belle année, c'est autant d'occasions de braquer les projecteurs sur la Haute-Côte d'Or, effectivement. On a vu quelques images aériennes de ces 900 ans de l'abbaye de Fontenay, des 400 ans de la naissance du comte Roger de Bussy-Rabutin et les 250 ans de la Grande Forge de Buffon que nous vivons avec Florence Cicolella. On va la retrouver dans quelques minutes. Mais c'est vrai que l'Auxois-Morvan, finalement, et le Châtillonnais rayonnent grâce à la mise en valeur de l'offre patrimoniale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très très riche, Marie-Claire. Oui, c'est assez emblématique. Et je reviens à cette appellation d'Épique Époque. C'est l'épopée, véritablement, qui est célébrée en Bourgogne et en Haute-Côte d'Or à travers différentes époques. C'est l'épopée des Celtes, des Mont-du-Bien et des Arvernes qui ont été fédérés par Vercingétorix. On a le site d'Alésia qui est également tout près. Et puis après, l'épopée de ces moines précurseurs qui ont fait que la Côte d'Or, nos territoires se sont développés. C'était une véritable révolution agricole déjà en haut Moyen-Âge. Et puis derrière, nous avons le siècle des Lumières avec Buffon et Daubenton, encore une fois, qui ont participé au rayonnement de la Côte d'Or. Nous sommes sur un territoire qui est labellisé. Pour bien qu'on comprenne, on est dans un pays d'art et d'histoire. On risque de faire des jaloux, mais c'est vrai que la Bourgogne-Franche-Comté regorge de sites exceptionnels. On a la chance. Vous voyez, quand j'en parle, le soleil revient. C'est fou, ça. Comme pour éclairer nos propos. Effectivement, en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons 8 sites UNESCO. Donc, peu de régions peuvent se targuer de cette distinction. Et on dit souvent précisément que la Côte d'Or est un pays des territoires distingués dans tous les sens du terme, parce qu'on a une belle campagne et parce qu'on a la reconnaissance effectivement d'un certain nombre de labels, d'inscriptions ou de classements sur les sites qui sont côte-d'oriens. Des lieux exceptionnels, des personnages sensationnels, des balades innovantes au naturel, des offres essentielles pour ceux qui sont avec nous et qu'il faudrait convaincre, si tant est qu'il puisse y en avoir encore. Ça m'étonnerait parce qu'on visite beaucoup de sites, mais franchement, qu'est-ce que vous leur diriez ce matin? Alors, il faut aller sur le site Balades en Bourgogne, qui est un site, une application que vous pouvez télécharger, qui est gratuite sur tous nos smartphones. Vous savez que c'est effectivement le prolongement de la découverte. Nous sommes de grands itinérants. Maintenant, les visiteurs aiment à découvrir et à avoir accès à un contenu intelligent. Il ne s'agit pas de se promener, il faut se promener intelligemment et avoir accès au contenu, à de la médiation. Donc, Balades en Bourgogne, vous allez plus d'une centaine de balades partout en Côte d'Or qui vont vous donner accès au site dont on vient de parler. Donc vraiment, je crois qu'il faut être curieux et aller s'y promener. Vous le savez bien et votre voisin nous le prouve, notre région est une terre d'accueil aussi pour de nombreux films. On en a parlé tout à l'heure ici sur l'abbaye de Fontenay. Et moi j'ai envie de vous montrer la preuve en couleur parce que nous nous sommes invités sur les coulisses d'un tournage de film. Si je vous dis Molière à tous les deux, ça vous parle forcément? Évidemment. Oui, mais Molière au château de Bussy-Rabutin. Regardez, nous y sommes allés avec vous. Avec cette comédie qui nous a tant divertis, madame, votre mari risque à tout jamais de se voir fermer les portes du paradis. Pour Molière, c'est même le début de 5 ans d'enfer. En 1664, ce démon vêtu de chair, comme le baptisera l'Église catholique, joue pour la première fois son Tartuffe. La pièce moque une forme d'intégrisme religieux qui va de pair avec le ridicule et l'hypocrisie. Elle connaît un vif succès, mais les dévots se déchaînent et obtiennent de Louis XIV son interdiction. Pendant 5 ans, Molière
au mépris de sa vie, puisque l'Église catholique va le menacer de bûcher, donc de mort, au mépris de sa vie, va se battre pour acquérir le droit de rire de tout. Et rire de tout aujourd'hui, ça nous parle, puisqu'à cause du politiquement correct et de la bonne conscience, on nous empêche de plus en plus de rire de tous les sujets. Donc c'est quelqu'un de très malin, Molière. C'est quelqu'un qui, pour la défense de sa liberté, va manipuler le pouvoir sans que ceux-là ne s'en rendent compte. Et grâce à cette stratégie, grâce à son intelligence de jeu, il va obtenir gain de cause et pouvoir rejouer son Tartuffe comme il a écrit. Sur 20 jours de tournage, 16 ont lieu dans 5 châteaux bourguignons, Bussy-Rabutin, Ancy, Nuits-sur-Armançon, Rosières et Tanlay. Entre la région Bourgogne-Franche-Comté, cofinanceur du film, et la production, c'est un échange de bons procédés. L'argent qui a été investi par la région est redépensé en fait localement, puisque tout ce qui est frais du quotidien, logement des équipes, etc., location des décors, est à nouveau réinvesti dans la région. Donc on peut dire que c'est en fait gagnant-gagnant. Un nouveau succès donc pour le bureau d'accueil des tournages en BFC. Quant à ce téléfilm, il pourrait être diffusé par France 2 en fin d'année. Il s'inscrit dans le même courant qu'une nouvelle biographie de Molière, annoncée pour la même période, qui devrait donner un bon coup de vieux aux idées reçues sur ce génie. Ah là là, c'est génial aussi d'être avec vous ce matin, ici dans ce lieu sensationnel. Je crois que les adjectifs me manquent, franchement. Hein. On va essayer d'en trouver d'autres. Allez, on va se donner 3 minutes, le temps peut-être d'aller retrouver Florence Cicolella, qui est en extérieur, sur le côté de la Grande Forge, avant d'aller, peut-être pas plonger, il ne faut pas exagérer, mais dans le grand bain. Il est question d'histoire d'eau à la Grande Forge de Buffon. Regardez. Alors pour conclure Pascal, vous, Claude Vessières-Pommeau nous a emmené ici dans un endroit. Pourquoi vous l'aimez particulièrement cet endroit? C'est parce que c'est le pont qui permettait d'accéder aux différents ateliers de la forge et aussi c'est le niveau de l'eau, c'est le niveau des 3 canaux, c'est le bief et c'est les 3 canaux. Il a une forme particulière ce pont. Ah, oui, parce que quand on fabriquait des barres de fer très longues, il fallait pouvoir les sortir des ateliers. Du dernier atelier, la fonderie, il fallait donc les charrois pouvaient entrer, reculer et remonter. Donc il est découpé comme ça en zigzag pour permettre les manœuvres. Alors à la fois de l'autre côté pour accueillir l'eau et là pour la fluidition aussi pour que l'eau s'échappe. Et puis bon, il y a toujours cette architecture assez monumentale quand même pour une forge. Ah mais ça c'est Buffon. Buffon avec un décor, on se demande... Oui, un peu de théâtre. Non, mais c'est à la fois, comme l'ensemble de la forge, c'est esthétique, beau et fonctionnel. Bon, et puis alors, évidemment, l'eau omniprésente, très importante. Pourquoi c'est si important? S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de force hydraulique. Donc s'il n'y a pas de force hydraulique, il n'y a pas de forge. Donc là, il fallait que l'eau arrive dans les 3 canaux. Il y a 3 canaux, 3 bâtiments, le canal de la forge, le canal des marteaux ou de la finerie et le canal de la fonderie. Alors, pardon, la roue est arrêtée. Ah. Elle est arrêtée parce qu'elle est vieille et elle ne fonctionne plus depuis 1990. On a réussi à la faire redémarrer, mais l'axe est faussé. Et l'approvisionnement en eau, le coursier qui conduisait l'eau depuis le vannage jusqu'à la roue a été détruit par un incendie. Donc il faut refaire un coursier, il faut refaire une passerelle pour communiquer avec la finerie. Pour faire la grande roue et puis même le parc des bascules. Et... Bref, ça fait beaucoup de travaux. Oui. Ça fait beaucoup d'argent. Exactement. Et sans parler du barrage sur l'Armançon qui est aussi, lui, en très 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 mauvais état. Et l'Armançon, c'est aussi très important dans le dispositif. Oui. Alors, vous avez été récemment inscrit sur la liste des monuments qui pourraient bénéficier du loto du patrimoine. Racontez-nous un petit peu cette histoire, qu'est-ce que c'est? On a appris par la Fondation du patrimoine, son responsable, M. Bedel, est venu nous voir, a dit mais vous avez un dossier à constituer rapidement. Comme on a une étude générale qui venait d'être faite sur l'aménagement de la Grande Forge, on lui a transmis le dossier, il nous a dit mais j'envoie le dossier à Stéphane Bern. Et on a appris qu'on avait été présélectionné. Donc Stéphane Bern, avec l'État, a constitué, donc on pourra acheter des tickets de loto dont l'argent ira à 250 monuments. Bon, il y a un gros lot, il y a aussi des gros lots à gagner évidemment, mais c'est ça le principe en fait, un loto pour sauver le patrimoine. Et surtout, j'espère que ça va donner l'idée à certaines personnes d'être des mécènes privés, comme actuellement le mécénat a été fait au Muséum d'histoire naturelle,
pour restaurer la gloriette de Buffon qui a été fabriquée ici et qui se trouve au Muséum au Jardin des Plantes à Paris. Alors on espère que quand même les mécènes vont passer de Paris à ici et s'intéresser un petit peu à vous. En tout cas, bravo pour tout le travail que vous faites autour de ce lieu, que vous habitez, que vous aimez, et ça se sent. Et je pense qu'on a pu faire découvrir au mieux cette grande forge de Buffon. Je ne peux que vous inviter à venir la visiter en vrai, évidemment. Et ça fait un autre point commun avec Hubert Hénard qui nous accueille ce matin ici à l'abbaye de Fontenay, parce qu'on parlait d'entretien à l'instant du côté de la grande forge de Buffon. J'ai envie de vous demander comment faites-vous pour entretenir ce lieu, pour le faire vivre aujourd'hui, parce que vous n'avez quasiment pas de ressources de l'État. Les ressources de l'État, bien sûr, existent, mais elles ne sont pas suffisantes, comme on peut le penser, pour joindre les deux bouts. Et pour joindre, comme toute charge de monument comme Fontenay, le mécène, c'est le visiteur. Et nous saluons chaque visiteur. Et nous avons besoin du nombre de visiteurs pour arriver à faire face. Car il y a deux aspects dans l'entretien. Vous avez l'aspect continuel, qui est toute cette charge d'entretien de chaque pierre qui va geler, de chaque tuile qui va s'écrouler, de tout le jardin à mener. Et après, il y a les grands travaux. Et tout ceci ne peut s'équilibrer qu'avec l'aide que l'État peut apporter, et pas toujours chaque année, bien entendu, et l'aide énorme du visiteur. Le visiteur est la base de tout. Je vais vous faire une confidence, Hubert Hénard, le visiteur est aussi le téléspectateur, en tout cas, j'espère. Donc vous savez quoi, il faut leur dire quand même que c'est ouvert tous les jours de l'année chez vous. Tous les jours de l'année, c'est incroyable. Il n'y a pas de fermeture hebdomadaire. Non, il n'y a pas simplement de des changements d'horaire en hebdomadaire. fonction des saisons. Pour ça, c'est la loi aussi de l'hospitalité cistercienne. On reçoit toujours. On ne dit pas aux pèlerins de s'en aller. On le reçoit. Hubert Hénard, quand vous le recevez et que le pèlerin est pressé, comme nous le sommes parfois, vous savez, en télévision, et que vous n'avez que une vingtaine de secondes pour lui résumer l'abbaye de Fontenay, qu'est-ce que vous lui dites? Pour résumer l'abbaye de Fontenay, au point de vue familial, je peux le résumer tout simplement, c'est un cas de folie collective. Voilà. Familial, hein? Familial. D'accord. Bon, mais ça, nous sommes embarqués depuis 200 ans dans l'histoire, nous nous portons bien merci, mais le chemin est dur et parfois vertigineux. Mais nous sommes heureux de continuer, Dominique et moi-même, et dans la mémoire aussi de notre François. Et tout ça dans ce lieu exceptionnel et magique, on ne le dira jamais assez, style sobre. Moi j'ai noté quelques phrases quand même, parce que c'est l'archétype des cisterciens, sa luminosité, sa spiritualité, vous voyez, j'en perds mes mots, donne un côté unique au monde. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent chaque année. Moi j'ai envie de vous envoyer un petit clin d'œil pour vous remercier de nous avoir accueillis, en tout cas ce matin, ici chez vous à l'abbaye de Fontenay. Et j'ai aussi envie de vous remercier, Marie-Claire Bonnet-Vallée, parce que Épique Époque, ça continue, il y a plein d'événements qui vont se passer chez nous. Ah oui, il y a plein d'événements. Une date peut-être, s'il faut en donner qu'une, le 26 mai avec le lancement, l'inauguration de la saison à Fontenay, où il va se passer de très belles choses avec une projection de films, la voix au chapitre, des textes qui seront lus, cinéma en plein air. Peut-être une adresse de site internet, ça sera très plus rapidement, simple. il me reste 20 secondes. www.epiquepoque.com, bien sûr. Eh bien, c'est super. Ça me permet de pouvoir dire à Madame la Présidente à quel point nous leur remercions de cet appui de Côte d'Or Tourisme essentiel pour nous. Merci à vous, Hubert Hénard. Merci à votre femme, Dominique. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est pas tout à fait terminé. On va se retrouver avec Florence pour un dernier grand au revoir. Nous, on se retrouve mardi, si le cœur vous en dit, évidemment, et continuons la visite ensemble ici à l'abbaye de Fontenay, juste après l'actualité présentée par Elsa Beza.